séance est ouverte. Nous allons procéder à l'appel. À lieu Louis présent. Charles Ponce. Présent. Marie Bach. Présent. André Bonnet. Présent. Marion Bravo. Présent. Rémi Génis a donné procuration à Jacques Palassin. Anaïs Sabatini. Présent. Frédéric Guillaumont. Présent. Soraya Logaro a donné procuration à Sébastien Ménard. Jean-Yves Gâteau, Christine Rousseau-Danis, Jacques Palassin, Sophie Blanc, Sébastien Ménard, Sandrine Suche, François Dussoba, Daniel Pujol a donné procuration à Christine Rousseau-Danis, Bernard Reyes, Isabelle Bertrand, Frédéric Gourrier a donné procuration à Charles Ponce, Patricia Fourquet a donné procuration à Marion Bravo, Xavier Baudry, Roger Belkiri a donné procuration à Xavier Baudry, Édouard Guébart, Jean-Claude Pinger a donné procuration à Florence Molly, Marie-Thérèse Costa-Feusenbeck, Michel Ricci, Jean-François Mayol, Gérard Rénal, Véronique Ducassi a donné procuration à Marie Bach, Marchesi Marie-Christine, Max Salinas, excusez, Catherine Pujol, Catherine Serra, Florence Molly, Laurence Pigné. Alors Florence Molly, elle ne va pas tarder et elle a la procuration de Georges Puitch, Charlotte Caillez, David Tranchecoste a donné procuration à Michel Martinez, Christelle Martinez a donné procuration à Cathy Serra, Pierre-Louis Laliberté, Jean-Marc Pujol, Jean Casagrand, Pierre Parra, Chantal Gombert a donné procuration à Madame Brusy, Joël Anglade, Jean-Luc Antoniazzi a donné procuration à M. Parra. Donc Chantal Brusy, présente. Philippe Capsier, présent. Fatima Daïn a donné procuration à M. Capsier. Yves Guizard. Christine Gavalda-Moulena, présent. Bruno Nougared a donné procuration à Christine Gavalda-Moulena. Laurence Martin. Voilà pour l'appel. Je ne sais pas si c'est... Donc on a les procurations. La désignation du secrétaire de séance, M. Pierre-Louis Laliberté. Le prochain conseil municipal aura lieu le jeudi 23 septembre. On revient à des horaires à 17 h. J'ai 2 points à l'ordre du jour. Je vous propose donc le rajout de ces 2 points. C'est une motion contre le déplacement du palais de justice sur laquelle on va s'exprimer tout de suite. Et le deuxième point qui vous a été envoyé par mail, c'est une convention de partenariat Ville-Association Enfance Catalane pour le soutien et l'accompagnement dans les démarches individuelles et familiales. Alors, est-ce que vous êtes... qui est contre cet ajout, ces rajouts? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Donc je ne vais pas faire long sur le palais de justice. On a tous entendu... D'abord? Oui, le palais de justice est juste derrière. Ah bon, pardon. Alors, on va passer les décisions du maire prises par délégation en vertu de l'article L 2122 du Code général des collectivités territoriales. Il n'y a pas de vote. Est-ce qu'il y a des questions?
C'était juste, j'ai vu les délibs sur Place au Son 2021 avec des spectacles organisés un peu partout. C'est ce qui va remplacer, on va dire, un peu pour cet été les jeudis de Perpignan ou pas? Un peu, oui. D'accord. Oui. Ok. C'est bien ça. Hein. Oui, c'est ça. Je le présumais, mais je voulais... Ok. C'est avec tête en fête. Oui, c'est un complément. Voilà. D'accord. On est bien d'accord qu'on n'abandonne pas les jeudis de Perpignan et que c'est plutôt lié à la crise sanitaire et que nous verrons pour 2022. Voilà, on n'a pas pu les mettre en place puisqu'on ne savait pas à quel moment nous allions être déconfinés, sous quelle forme. Oui. Donc, il y aura une animation, alors peut-être pas un jeudi. Hein. Oui, j'ai vu que les dates étaient assez différentes, voilà. Les endroits complètement différents aussi. Donc, c'est pas du tout le même esprit que les jeudis de Perpignan. Non. Donc, c'est pour ça que... Non. Voilà. Ok. Donc, sur la motion contre le déplacement du palais de justice, vous avez comme moi... alors, c'est particulier puisque officiellement, je le dis... devant des avocats qui sont en plus des élus, on a été saisi de rien. Bon, donc ce ne sont que des bruits. J'ai vu divers courriers, dont le courrier de Maître Parra au titre de sa présidence du syndicat des eaux de la vallée de la Glie, là. Moi, j'en suis resté au fait que notre dernier rendez-vous avec la Pige, le projet tel qu'il avait été décidé par l'ancienne mairie et défendu par le bâtonnier, etc., était poursuivi. Et la meilleure preuve, c'était que nos services techniques s'étaient mis en capacité de commencer les travaux, notamment sur la dalle à ragot, puisque quand même, c'était pas rien. Hein. Il y avait eu plusieurs délibérations, etc. Là, c'est une indiscrétion, on va dire, ou un bruit de couloir, mais enfin, quelquefois, il n'y a pas de fumée sans feu, et il vaut mieux prévenir que guérir. Donc, on renouvelle, évidemment, je vais laisser la parole à M. Parra, mais on renouvelle quand même notre seul vœu, c'est que ce palais de justice se fasse en centre-ville, et là où il avait été décidé. Et que prendre prétexte du risque inondation pour empêcher l'investissement quand même entre 50 et 70 millions d'euros sur ce nouveau palais de justice nous paraît être totalement ubuesque. Et donc, on a à la fois alerté les pouvoirs publics. Moi, j'ai demandé un rendez-vous à M. Dupond-Moretti, qui a certes d'autres soucis, mais enfin, c'est quand même sa mission que d'y répondre. Et on espère bien que ce palais de justice, évidemment, se fera. J'ajoute qu'il n'y a pas que le palais de justice qui pose problème. Il y a aussi le commissariat de police, qui lui, est dans un état... je ne vais pas dire plus lamentable que celui du palais de justice, mais enfin pas loin quand même, et dont on ne sait toujours pas son avenir, puisque la proposition qui avait été faite par rapport à la Chambre d'agriculture n'a pas été poursuivie. Donc nous, on a donné quelques pistes, mais voilà. Et au moment où M. Darmanin, aujourd'hui, inaugure l'hôtel de police de Carcassonne, il serait bien quand même que Paris se préoccupe un peu de ce qui se passe à Perpignan. Parce que maintenant, on va voir l'historique, mais je pense que l'affaire du palais de justice, ça dure au moins depuis 20 ans. Hein, voilà. Donc c'est une motion, on peut dire, commune, on va dire, de tous les élus que nous allons voter. Et j'espère que nous serons entendus, suivis. Je sais que déjà l'ordre des avocats, mais pas seulement, beaucoup d'indiscrétions de magistrats notamment sont très en colère de la manière dont tout cela se passe. Et j'espère bien que nous serons entendus, évidemment, par le ministre de la Justice. Voilà. Donc si Madame Brugy ou Monsieur Parra, je ne sais pas quel est... Madame Brugy, puis le point. Juste un petit propos introductif et ensuite Pierre Parra rentrera dans les détails. Même si vous dites qu'effectivement on n'a pas reçu, ou vous n'avez pas reçu de lettre disant que le projet était abandonné, en tant qu'avocat quand même, pour les avocats de Perpignan, il y en a également dans votre majorité, ils ont tous reçu la lettre du bâtonnier qui explique quand même qu'il y a eu une réunion avec le premier président de la Cour d'appel de Montpellier et le procureur général, et dans cette réunion, il a été dit que le projet était abandonné. Donc,
quand même, ce n'est pas qu'un bruit de couloir. Si le bâtonnier s'est mis à réagir et à informer tous les avocats, c'est parce que pour le coup, c'est le résultat d'une réunion avec quand même 2 personnalités, on peut dire, de la justice importante pour notre cour d'appel et donc pour notre TGI. Donc ça, c'était le premier point. Donc je crains que ce ne soit pas qu'un bruit de couloir et c'est pour ça qu'il faut qu'on s'en préoccupe tous. Et c'est pour ça que, bien évidemment, quand votre directeur de cabinet m'a évoqué la possibilité d'une motion, je m'y suis immédiatement associée. Et d'ailleurs, on peut dire que c'est une motion commune, puisque nous l'avons vu avant même de débuter ce conseil. Par contre, et je vous rejoins, là je vous le dis, je vous ai toujours dit qu'on serait constructif et vigilant, et j'ai eu la même réaction que vous ce matin quand j'ai lu que M. Darmanin inaugurait le commissariat de Carcassonne, mais la même. Parce que pour fréquenter, alors ça faisait quelques années que je n'étais pas allée au commissariat, puisque je faisais plus de pénal en étant adjoint à la sécurité, je redécouvre ce lieu dans le même état, voire pire qu'avant. Par pire qu'avant, vous avez un client qui est entendu pour un dossier X avec une victime à côté, dans le même bureau, entendu par un autre OPJ dans des conditions catastrophiques. Donc effectivement, ce commissariat, et pourtant c'est pas faute à l'époque où j'étais adjoint à la sécurité et Pierre Parra avant moi, on avait proposé beaucoup de lieux, beaucoup de sites, beaucoup de propositions, et tout a toujours été refusé par l'État, en dehors de ce lieu que vous avez cité, de la Chambre d'agriculture, qui à un moment donné était la solution, et puis d'un seul coup, il n'y a plus rien. Donc effectivement, au-delà du palais de justice, le commissariat est un deuxième problème, mais le palais de justice, étant donné que c'était validé, budgétisé et qu'on était au stade de la création, de la réalisation, là c'est véritablement un coup dur pour notre ville et donc il faut se battre tous pour que justement on arrive à le maintenir. Et sur le plan technique, Pierre Parra va vous expliquer qu'en plus, c'est toujours possible. Donc voilà ce que je voulais vous dire en préambule. Merci, Madame Brugy. Monsieur Parra. En 1975, je me suis inscrit au barreau des Pyrénées-Orientales. Et je me souviens des anciens qui, à l'époque, disaient que le palais de justice était un petit peu étroit, commençait à être vétuste, et qu'il convenait d'en changer. Et un projet, à l'époque, avait été envisagé qui consistait à construire une nouvelle cité judiciaire sur l'emplacement de l'ancien marché de Gros, c'est-à-dire là où aujourd'hui se trouve le théâtre de l'Archipel. Ce projet, à peine esquissé, a été abandonné. Dans les années 90, parce que le contentieux avait grossi dans des proportions considérables, que les bâtiments avaient continué à se dégrader, que les magistrats et tous les auxiliaires de justice se plaignaient, la chancellerie a dit, bon, on va s'occuper effectivement de l'extension du palais de justice. Et c'est ainsi qu'un projet a été élaboré, 90, qui prévoyait déjà l'extension du palais de justice sur la dalle Arago. L'État, à l'époque, a investi 1 million de francs, choisi un architecte qui a fait des plans, et au dernier moment, on nous a expliqué que l'on ne pouvait pas donner suite à ce projet parce qu'il était aberrant de construire un palais de justice sur un parking. Il y avait trop de risques. Des risques d'explosion, des risques d'incendie, que sais-je encore, et le projet a été abandonné. Inutile de vous dire que les magistrats, les avocats, tous ceux qui fréquentent le palais de justice ont été en émoi, que tout le monde a protesté, tout le monde a crié, etc. Et c'est dans ces conditions qu'on a à nouveau initié cette réflexion sur la création d'une cité judiciaire. Et un énarque parisien, parce que c'est toujours comme ça que les choses se font, celui-là même sans doute qui avait dit qu'on ne pouvait pas faire un palais de justice sur un parking, hein. Un énarque parisien a imaginé de faire construire la cité judiciaire à Saint-Assisque. Sauf que, après avoir acheté le terrain, parce que l'État a acheté le terrain, qui a coûté je ne sais plus combien, on s'est rendu compte que ce terrain n'était pas suffisamment grand, parce qu'on ne pouvait faire que 6 000 m² de bureaux, ce qui était insuffisant au regard des besoins de la justice. Parallèlement à ça, toute une série de personnes, parmi lesquelles tous les avocats, mais aussi les commerçants, et surtout le maire de Perpignan, ont fait une pression constante en disant c'est pas possible, il faut en sortir, il faut construire quelque chose et il faut le faire sur la dalle Arago, regardons à nouveau les choses telles qu'elles sont. Et c'est dans ces conditions qu'un partenariat, puisqu'un partenariat, des discussions en tout cas, sont intervenus entre la PIGE, les magistrats et la mairie de Perpignan pour la constructibilité effectivement sur la dalle Arago parce que
de manière miraculeuse, on ne nous a plus expliqué qu'on ne pouvait pas construire un palais sur un parking. Subitement, les narcs avaient dû être déplacés sans doute, et on ne tenait plus le même raisonnement. Et donc c'est remis en marche toute cette machine énorme. De nombreuses réunions se sont tenues entre le maire de Perpignan, les services de la ville et la Piche pour élaborer ce projet. Il était mûr. Quand je dis il était mûr, on avait tout purgé, puisque à un moment on nous avait expliqué que le PSMV, le plan de sauvegarde et de mise en valeur de la ville de Perpignan, ne permettait pas de construire. Nous avons modifié le PSMV, ça a été validé par le préfet, il n'y avait plus d'obstacles. Et au moment où je vous parle, nous sommes aujourd'hui le 8 juillet 2021, je puis vous assurer, et là je prends ma casquette non plus d'avocat, mais de président du syndicat mixte du bassin versant de la Tête, je puis vous assurer qu'à la date du 8 juillet 2021, le terrain est toujours constructible, le palais de justice pourrait être réalisé, il suffirait que le permis de construire soit signé, mais l'État ne veut pas. Et alors, l'État ne veut pas, et qu'est-ce qu'il a imaginé? Cette fois, ce n'est plus l'impossibilité de construire sur un parking. On vient d'imaginer l'inondabilité des lieux. Deux réflexions à cet égard. La première, c'est que le PGRI, plan de gestion des risques d'inondation, à venir, je dis bien à venir, prévoit que cette zone serait une zone sur laquelle on peut raisonner en termes d'aléas faibles d'inondabilité, parce que là-bas c'est à proximité, elle pourrait déborder, et si elle débordait, il y aurait un aléa faible. Étant précisé que le décret de juillet 2019, qui qualifie les aléas en aléas faibles jusqu'à des aléas très forts, ce décret de juillet 2019 prévoit qu'en matière d'aléas faibles, on peut toujours construire. Il suffit simplement de prévoir des ajustements particuliers pour faire en sorte que la construction soit réalisée sans qu'il y ait le moindre dommage éventuel aux biens ou aux personnes. Dans certaines zones, on construit sur des pilotis. Dans d'autres, on fait des digues, que sais-je encore. Il y a 1000 possibilités de le faire. Ça, c'est la réflexion juridique qui permet de dire que non seulement aujourd'hui on peut construire, mais que demain, même si on tient compte du PGRI, on pourra toujours construire. Ma deuxième réflexion, c'est que je fréquente ces lieux comme beaucoup d'entre nous depuis très longtemps. J'ai vu construire le parking Arago et à l'époque, nombreux sont ceux qui avaient protesté en disant ah, c'est très laid, regardez, on est monté, le sol est monté de 2,50 m ou 3 mètres par rapport au sol naturel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un jour, il devait y avoir de l'eau, ce dont je doute, puisque là-bas ça a été détourné en amont, vous le savez, si un jour il devait y avoir de l'eau, il est certain que jamais elle n'atteindrait le seuil de la dalle Arago. Tout cela pour dire quoi? Qu'il est manifeste que l'État ne veut pas faire de palais de justice à Perpignan. On nous a déjà fait le coup en 1990. On nous refait le coup aujourd'hui. Je dis que c'est particulièrement inadmissible. Je ne sais pas quelles sont les motivations. Je ne veux pas imaginer une seule seconde, je le dis, mais souvenez-vous de ce dont je veux vous parler dans 20 ans. Je n'ose pas imaginer qu'un jour, on nous explique que l'évolution de la justice nécessite la suppression des tribunaux judiciaires départementaux au profit de juridictions régionales. Exactement. Je crains que c'est là derrière que se cache la position qui est prise aujourd'hui par l'État. Moi, ce que je constate surtout, c'est qu'aujourd'hui la situation est intenable. Ce que je constate aussi, c'est que si demain, il n'y a pas de palais de justice à Perpignan, ou s'il se fait ailleurs, nous allons perdre, dans le cœur de ville, un potentiel économique, un potentiel de vie, un potentiel social énorme. Sachez, c'est le seul chiffre que je vais vous donner. Il y a aujourd'hui qui travaillent au palais de justice, je parle des magistrats, je parle des greffiers, je parle des avocats et de leurs collaborateurs, 1000 personnes. Et il y a en plus de ça toutes sortes de gens qui gravitent autour des tribunaux, les experts, les justiciables eux-mêmes, la police et d'autres corps. Et que si demain
tout ce monde quitte la ville, le centre-ville, Perpignan, en tout cas le cœur de Perpignan, va mourir. Alors, monsieur le maire, le projet qui avait été mis en place par l'équipe précédente, et je sais que vous le soutenez, ce projet est essentiel pour la vie de notre ville. Ce projet est fondamental et on ne peut pas accepter que du fond de son bureau, un fonctionnaire aussi brillant soit-il, puisse s'abriter derrière de telles arguties juridiques pour faire capoter le projet. Nous voterons cette motion. Merci, M. Parra. Une anecdote quand même, hein, quand j'ai pris mes fonctions, la première question du préfet, c'était « Êtes-vous toujours d'accord avec la décision de mettre le palais de justice, etc. » Ça a été la première. Évidemment, on a dit oui. Bon. Et la pige est venue derrière et on a recontractualisé. Parce que c'est ça quand même. Et c'était l'année dernière, au mois de juillet, je crois. Hein, c'était fin juillet. Et là, aujourd'hui, on se retrouve dans une situation qui devient assez incroyable. Et donc, de ce point de vue-là, j'espère effectivement que la pression se fera au plus haut niveau et de tout le monde. Voilà. Tu veux parler, Catherine? Juste avant de passer la parole à Catherine Pujol et à la députée, je suis, moi, surpris du silence des députés là-dedans. Hein, à part de la nôtre, mais je n'ai pas vu ni M. Gros, ni Mme Guette, rien. On ne sait pas où ils sont, mais en tout cas, ils ne sont pas là. Voilà. Catherine Pujol. Je vous remercie, monsieur le maire. C'était juste, excusez-moi, vous informer que la députée que je suis a fait un courrier il y a 3 ou 4 mois, on va m'envoyer la date exacte, à monsieur Darmanin concernant le commissariat de police, hein, puisque suite à ma visite, j'ai pu constater effectivement que les locaux étaient très vétustes et qu'il n'y avait aucune confidentialité lorsque les officiers de police recevaient les plaintes et autres. Donc là, je n'ai pas de réponse à cet instant où je vous parle. Hein. Sauf que là, j'ai sollicité Paris, je vais voir si entre-temps une réponse est arrivée, on ne sait jamais. Et que je en fais partir ce matin au courrier, effectivement de Paris, un courrier que monsieur le maire recevra en double, et même vous, l'opposition, si vous voulez, mais pourquoi pas, concernant le palais de justice, justement, pour leur signaler qu'effectivement, nous avons besoin de garder ce palais de justice en centre-ville. Donc là, j'ai sollicité monsieur le ministre, donc Éric Dupond-Moretti. Donc je vous tiendrai au courant dès que j'ai une réponse. Hein, voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Merci. Voilà, on va procéder au vote de la motion que vous avez sur table. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. On passe maintenant au dossier des Dames de France. Il s'agit d'une modification, on va dire, à la marge du bail amphithéotique des Dames de France pour tout simplement permettre dans les meilleures conditions l'accueil de l'école 42 qui est toujours d'actualité, même si elle est un peu reportée dans le temps. Et nous aurons d'ailleurs l'occasion, avec le président de l'AGLO, de recevoir le staff de l'école 42 à Perpignan fin juillet, parce qu'ils ont l'intention, donc qui est devenue ferme désormais, d'installer l'école à Perpignan, ce qui est une excellente chose pour le territoire, pour le département, pour l'AGLO. Et évidemment, on s'adapte à la situation. Est-ce qu'il y a des questions sur le bail amphithéotique? Pas de questions? Pas d'abstention? Pas de contre? Adopté à l'unanimité. On passe au point 2.01 de l'ordre du jour sur la concession de services publics et l'exploitation du stationnement payant sur voirie. La parole est à Frédéric Guillaumont. Monsieur le maire, chers collègues, par délibération en date du 16 février 2021, le conseil municipal a approuvé le lancement de la procédure de délégation de services publics relative à l'exploitation du stationnement payant sur voirie. Au préalable, ce projet de convention a recueilli l'avis favorable de la commission consultative des services publics locaux qui s'est réunie le 26 janvier 2021. L'avis de concession a été transmis au BO-AMP et au JOUE, qui sont les journaux accrédités pour recevoir ces avis, le 18 février 2021, est mis en ligne sur le site internet de la ville et sur le site Marché Online.
Il a également été publié dans la revue Le Moniteur, dans son édition du 19 février 2021. La date limite de remise des offres a été fixée au 6 avril 2021 à 12 h. 5 candidats ont été réceptionnés dans les délais ouverts et agréés par la commission prévue à l'article L 1411-5 du Code général des collectivités territoriales qui s'est réuni le 8 avril 2021. Il s'agit des candidatures des sociétés suivantes: Q-Park, Indigo Park, Transdev Park Service, SAGS et EFIA Stationnement. Le 22 avril, la commission s'est à nouveau réunie afin de prendre connaissance du rapport d'analyse. À cette occasion, la commission a souhaité que des négociations soient engagées avec les candidats. Le 29 avril 2021, un courrier de négociation a donc été adressé à chacun des candidats, indiquant une réponse attendue au plus tard le 17 mai à 12 h et les invitant à exposer leur offre aux membres de la commission le 03 juin 2021. Les candidats ont donc été invités à remettre leur offre finale le 4 juin le 11 juin. Le choix du délégataire a été fait en fonction des éléments suivants hiérarchisés par ordre décroissant d'importance. D'abord, la redevance proposée, notamment sur sa part variable, la qualité des matériels installés et du point d'information créé, la qualité et le dynamisme du service proposé en exploitation ainsi que des moyens mis en œuvre sur celle-ci, comme sur le suivi statistique et analytique, ainsi que les dispositions établies en matière de dématérialisation des moyens de paiement et d'information sur le stationnement. La qualité de son offre en matière de communication en préalable de la mise en activité de ce service et tout au long du marché. La capacité du délégataire à proposer des solutions techniques et réglementaires en fonction des orientations politiques en matière de stationnement payant. La capacité et l'engagement du délégataire à être opérationnel, bien sûr, au 1er octobre 2021. Au terme de la procédure, il est décidé d'attribuer le contrat de concession à la société présentant la meilleure offre au regard des critères définis présentés par Indigo Infra, Tour Voltaire, 1 place des Grès, 92 800, Paris La Défense, sur l'offre de base, incluant l'offre de remplacement des horodateurs en zone orange pour un montant de redevance fixé à 1 860 000. L'offre de base était à 1 920 000, mais l'option des 32 horodateurs est de 300 000 €, donc on la ventile sur les 5 ans, et on est sur 1 860 000. En conséquence, nous vous proposons d'approuver la désignation de la société Indigo Infra en qualité d'attributaire de la délégation de services publics relative à l'exploitation du stationnement payant sur voirie, tel que cela vient de vous être présenté, et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer toutes les pièces utiles à cet effet. Y a-t-il des questions ? Oui, je vais vous faire la première remarque, c'est la même que j'avais fait au début, puisque effectivement, vous avez déjà fait remarquer qu'à l'époque où nous avions fait le choix d'une DSP, l'opposition de l'époque nous avait reproché de faire ce choix. Donc, lorsque vous avez décidé de reprendre une DSP, je vous ai déjà dit qu'à mon sens, effectivement, c'était déjà surprenant de votre part d'avoir critiqué le choix d'une DSP, d'avoir considéré que c'était un très mauvais choix, qu'il fallait que ce soit fait par les policiers, les ASVP, je ne sais trop quoi, ce que vous nous aviez dit à l'époque, mais surtout pas par une société privée qui allait faire du profit sur le dos des Perpignanais. C'était votre position et une fois au pouvoir, je dirais, vous refaites une DSP. Et moi, la première observation que je veux faire, c'est que ce qui m'inquiète, c'est que j'ai lu, relu, un peu dans tous les sens, votre délibération et le dossier qui nous a été envoyé, et je crains que ça n'apporte pas de solution aux problèmes qu'avaient évoqués les usagers. Et pourtant, à la fin de notre mandat, on avait également évoqué le fait de rompre donc ce contrat parce qu'il y avait des soucis qui étaient évoqués par Indigo qui estimait ne pas s'y retrouver financièrement, soyons clairs. Mais on avait également beaucoup de soucis qui étaient remontés par les riverains et nous essayions à l'époque
de faire valoir ses problèmes auprès d'Indigo qui faisait la sourde oreille, comme la verbalisation à l'époque 5 minutes avant, 5 minutes après, plutôt l'horaire, et à 2h02, alors que la personne est en train de payer son restaurant, et à 2h02, elle prend son forfait post-stationnement. Donc tous ces problèmes-là, nous les avions évoqués avec la dite société, qui, chaque fois, s'engageait à faire quelque chose, et rien n'est venu. Donc, dans ce dossier, malheureusement, ce que je crains, moi, c'est que pour les usagers, il n'y ait pas d'amélioration et que les problèmes qui se posaient avant se posent toujours demain. Et par contre, ce que je vois, c'est qu'il y a 1,4 million de moins pour les recettes de la ville. Donc, au final, je me dis que les usagers vont peut-être pas être, vont toujours être mécontents, mais qu'au final, en plus, les Perpignanais vont payer plus, puisqu'au final, 1,4 million de recettes en moins, on sait très bien ce qui peut se passer, c'est-à-dire qu'au final, ils aient à payer plus d'impôts. Donc, j'avoue que là, c'est une DSP qui me déçoit, puisque quelque part, vous encaissez moins et on n'améliore pas, je dirais, l'outil pour l'usager. Et n'en parlons pas pour le commerçant, parce qu'on sait très bien que si l'usager est mécontent, on sait ce qui se passe, il ne fréquente plus. Donc voilà, donc nous, pour notre position, on vous l'a dit plusieurs fois, on aurait préféré, comme ça a été dit la dernière fois d'ailleurs pendant le compte administratif, qu'un parking soit dédié à du stationnement, un tarif. On aurait préféré une analyse beaucoup plus générale sur le stationnement aussi, parce que vous auriez pu le faire. Notre stationnement minutes, 20 minutes, tout le monde nous dit, et depuis quelque temps déjà, que 20 minutes, ça ne suffit pas. Donc on aurait très bien pu revoir l'intégralité de la politique du stationnement, faire plus de 20 minutes ou faire 1 heure gratuite, revoir avec les emplacements livraison qui parfois sont complètement inadaptés aussi en termes de dimension. Voilà. Je pense que vous auriez pu en début de mandat profiter du temps pour dire on refait la totalité du stationnement et on ne refait pas, donc dans le cadre de cette DSP, les erreurs quelque part, ce n'est pas des erreurs, mais du moins on ne renouvelle pas les problèmes qui se sont posés par le passé en faisant des recettes en moins. Donc pour cette raison-là, on sera contre. Alors avant que M. Guillaumont vous réponde, juste sur le... On avait été contre à l'époque, mais ce n'était pas du tout le même contrat, puisqu'il a évolué dans le temps, heureusement. Et le Covid a accéléré les choses en quelque sorte, hein, mais ce n'était pas du tout ce qui avait été négocié. Il n'y avait pas d'heures gratuites, il n'y avait pas un certain nombre de choses, il n'y avait pas la gratuité du samedi, etc. Donc, je veux dire, il a quand même évolué dans le temps. Alors, ça a un coût, mais ça a été étudié pour permettre justement un meilleur stationnement, notamment pour le commerce de centre-ville. Donc ça, Frédéric Guillaumont vous l'expliquait. Mais au moment où nous étions contre, c'était contre le contrat qui avait été négocié à ce moment-là. Et notamment sur la gratuité de la première heure, je crois que c'était. Hein. Après, oui, les PV, c'est encore un autre sujet. Mais voilà, que ce soit clair. Mais après, régie ou DSP, au final, on en a discuté quand même. Hein. À nos conditions, la meilleure offre, c'est celle-là. Et on pourra aussi regarder dans le temps ce que ça donne. Parce qu'on était mécontents la première fois, comme vous l'avez été vous aussi. Et si vraiment ça ne fonctionne pas, eh bien, à ce moment-là, on fera comme on a fait là, hein, on leur dira que ça ne fonctionne pas. Voilà. J'ai décidé d'utiliser notre horodateur, donc je me suis garée. Et pour vous dire à quel point les gens sont quelque part, j'allais dire traumatisés, mais ce n'est pas le terme, il est un peu fort, mais ont des soucis avec cet outil, c'est qu'il y a une dame, au moment où j'étais en train de taper ma plaque d'immatriculation, qui m'a dit « Faites attention, hein, parce que si vous appuyez pas bien sur la touche et qu'il vous manque une lettre, et on le sait tous, eh bien vous prendrez le PV. » Bon, et une dame dans un âge, mais qui a eu la gentillesse quelque part de m'alerter. Peut-être que j'avais la physionomie de quelqu'un qui n'utilisait pas tous les jours l'horodateur, mais elle a pris soin de me prévenir. Et ça prouve quand même à quel point les gens considèrent que la moindre erreur peut vous coûter cher. Donc c'est en ça qu'il faut alerter. Alors j'ai vu qu'il y avait le changement des horodateurs. Là aussi, je voyais votre stylo et je me doutais que vous alliez me dire ça. Là aussi, ce choix vraiment est important. Parce que là, l'outil, parce que la personne âgée, quand vous voyez, et pour peu que vous ayez un peu de soleil, se tromper de touche, de plaque pour la plaque d'immatriculation, c'est fatal. Alors ils ont payé, et en plus ils prennent le forfait pour stationnement, c'est la double peine. Alors comme on dit souvent, ils n'ont pas envie de revenir après. Donc ça, c'est des sujets sur lesquels véritablement, nous on aurait préféré effectivement une refonte plus complète, on va dire, du stationnement sur la ville de Perpignan. Voilà. Madame Gavalda Molina.
Merci, monsieur le maire, mesdames, messieurs. Monsieur le maire, quel est votre avis sincère sur la gratuité du samedi matin? Est-ce que cela ne crée pas des voitures ventouses dès le vendredi soir? Parce que quand on habite, comme moi, en dehors du centre-ville, finalement, est-ce que c'est pas plus compliqué de venir se garer le samedi matin? Donc, sincèrement, est-ce que votre retour sur la gratuité du samedi matin est positif? Voilà, c'est bon là. Oui, c'est plus compliqué de l'ordinateur. Non, mais des voitures ventouses, il y en a certainement, mais ça constitue une toute petite minorité des véhicules qui sont garés le samedi matin, enfin même à partir du vendredi soir. C'est une petite minorité, c'est le train qui n'arrive pas à l'heure en fait. Mais ça arrange une grande majorité d'usagers qui peuvent venir quand même. On a une gratuité du vendredi soir au lundi matin, et les personnes qui peuvent venir passer leur journée complète le samedi en ville, faire leurs courses, se promener, flâner, aller au restaurant, etc. Alors on ne peut pas maîtriser la voiture ventouse qui va venir tout le week-end, mais c'est une minorité. C'est une minorité. Alors pour reprendre les points de Madame Brusy, concernant la rigidité d'Indigo, nous avons mis en place quand même un dialogue qui aboutit quand même maintenant à un certain assouplissement de nos rapports, parce que ce n'était pas noté dans l'appel d'offres, dans la consultation, mais on en a quand même parlé avec eux de ce problème-là, qui est difficile à poser sur le papier, mais on en a parlé avec eux, et déjà, ils ont commencé à faire leurs preuves, parce que maintenant, ils sont un peu plus souples à partir de 14h05, ils ne vont pas vous verbaliser à 14h, et pareil à 17h59. Donc ils se sont un petit peu assouplis de ce côté-là, mais on les rencontre régulièrement, et on leur remonte, nous, tous les témoignages de mécontentement. Donc on avance. Après, quant aux encaissements, au manque à gagner, mais vous comparez, c'est sûr, il y a un manque à gagner, mais par rapport à une solution qui ne fonctionnait pas. Parce que ces 3 150 000 qui avaient été mis en place, on considère même que c'était peut-être même un test, parce que je ne sais pas, les 3 150 000, comment vous y êtes arrivés. Mais je pense que si vous étiez à notre place encore aujourd'hui, vous l'auriez changé, ce système. Vous l'auriez changé. Et ces 1 850 000, qui sont en fait 1 920 000, puisqu'on a retranché les eurodateurs, il y a après la partie variable qui va venir s'y rajouter. Et la partie variable devrait nous faire largement dépasser les 2 millions. On pense à 2,2 millions, 2,3 millions dans 2 ans. Et au-delà de ça, on a eu quand même les premiers chiffres qui sont assez encourageants, c'est-à-dire les chiffres de juin, puisque c'est difficile avec ces périodes de Covid de comparer, mais on a pondéré juin 2021 et juin 2019. Et on est sur une augmentation de recettes de 4%, avec une deuxième heure gratuite, avec un ticket moyen de 1,38 € qui était avant de 1,50 €, ce qui veut dire qu'on a une fréquentation accrue et que les parkings sont plus occupés. Donc, c'est comme moi pour l'instant. Mais c'est plutôt quand même, c'est plutôt encourageant. C'est plutôt encourageant. Pour continuer sur les 0,20 minutes, c'est sûr que c'est peut-être pas assez, mais si on continue, on ne s'arrêtera pas, quoi. Il faut avoir une limite quelque part. Après, nous, depuis que nous sommes élus il y a 1 an, on a redistribué pas mal de stations 0,20 minutes parce qu'il y a des zones, là, on va entamer un travail avec M. Baudry sur l'avenue de la Gare, où il y en a trop d'un côté, pas assez de l'autre. Il faut un peu les reclasser. Toutes celles qui sont mises en place à partir de maintenant sont connectées. Hein, donc, c'est-à-dire qu'avec le dépassement, la police en est avertie et elle peut intervenir. Et il n'y aura plus de zones 0,20 minutes qui sont juste, comment dire, matérialisées par de la peinture et un panneau, mais on n'a aucun moyen de contrôle là-dessus. Donc c'est comme s'il n'y avait rien quelque part. Donc voilà, on est en train de travailler dessus, mais on a commencé. On a commencé. Et quant aux places de livraison, il faut savoir aussi que depuis 1 an, on en a beaucoup modifié parce que vous aviez des places de livraison qui étaient encore en place devant des magasins, des commerces qui étaient fermés depuis 4 ou 5 ans. La place de livraison n'a pas
Non, mais enfin, ils sont mis à disposition des commerçants. Les commerçants ont tendance à se l'approprier. La loi, Oui, c'est que la place de livraison appartient à tout le monde. Oui, certes, mais bien souvent, on les met devant les commerces. On les met à proximité d'un commerce. Voilà, et donc... mais même les riverains peuvent s'en servir pour décharger un truc qu'ils viennent d'acheter, une machine à laver. Ils se les approprient, voilà. Et si on ne vient pas, après, le but n'est pas non plus de verbaliser à tout va. Là, Monsieur Guillaumont, c'était pas une critique, hein. Je faisais référence simplement, pour le coup, j'avais fait la même critique quand nous étions élus. Hein. C'est qu'il y a certains endroits où il faut qu'on réfléchisse à les redimensionner. Par exemple, pour bien connaître l'avenue Leclerc, nous avons tous les camions qui livrent les bars, qui ne peuvent même pas rentrer dans nos places de livraison. Donc ils sont sur la voie de circulation et nous avons les places de livraison qui sont vides. Donc il y a des endroits où en fonction de la société qui livre, sans faire de publicité pour l'un ou pour l'autre, effectivement nos places de livraison sont sous-dimensionnées par rapport aux camions. Oui, donc c'est simplement ça que je disais, ce n'était pas une critique à votre égard, ça n'a rien à voir avec la DSP. Il y a tout un travail de redistribution des places de livraison et que l'on a déjà démarré l'été dernier. Et il n'y a pas une semaine sans qu'il n'y ait pas une modification ou un déplacement ou de transformation sur les places de livraison ou de 0,20 minutes. Donc nous ferons le point dans un an pour voir ce que donnera la DSP. Quand vous voulez, à votre disposition. Voilà. Merci. On va passer au vote. Qui est contre? L'opposition. Qui s'abstient? Adopté. La majorité. On passe au dossier suivant. Sur les dossiers culture, Madame Chantal Gombert ne participe ni au débat ni au vote. Des points 301 à 303. Elle quitte la salle. Et ensuite, sur le point 301, le festival Visa, messieurs Alliot, Ponce, Bonnet, Madame Patricia Fourquet, Christine Rousseau-Danis, Marion Bravo, Gérard Rénal, Jean-François Mayol, Pierre-Louis Laliberté, Frédéric Guillaumont, Jacques Palassin, Anaïs Sabatini, Florence Molly, Véronique Ducassi et Pierre Parra ne participent ni au débat ni au vote, ils quittent la salle. Il aurait resté quelqu'un dans la salle? Oui, on a vérifié qu'il y avait le quorum. Si, justement, on l'a vérifié. Et c'est pour ça qu'on l'a passée aujourd'hui, celle-là. Allez, on va faire vite pour cette délibération qui, à mon avis... Oui, c'est pas grave. Donc on va faire rapidement cette délibération. Donc c'est simplement le renouvellement d'une convention entre la ville et le festival Visa pour l'image pour la fourniture de moyens par la Régie du Palais des Congrès pour les projections qui auront lieu au Campo Santo, qui ont lieu chaque année au Campo Santo, qui donneront lieu à des opérations d'écriture pour 54 000 €. Mais voilà, c'est simplement des opérations d'écriture entre la ville et la Régie du Palais des Congrès. Je n'irai pas plus loin. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. On peut faire rentrer tout le monde. À mon prochain départ. Nous passons au dossier 302. Tout le monde est rentré? Tout le monde est rentré? Maître Parra est là. André Bonnet, pour le musée d'art Hyacinthe Rigaud. Monsieur le maire, mes chers collègues, nous allons évoquer donc une demande de subvention auprès de l'État et de la région au titre du FRAM concernant notre musée Hyacinthe Rigaud pour la sculpture Maternité de Richard Guénaud et Pierre-Auguste Renoir que la ville a acquise le 6 juin dernier à l'occasion donc d'une délibération du conseil municipal. Vous le savez, dans le cadre de son programme d'enrichissement des collections du musée d'art Hyacinthe Rigaud, la ville a fait l'acquisition de la sculpture Maternité de Richard Guénaud et Pierre-Auguste Renoir. Il
s'agit d'une sculpture datée de 1916. Elle mesure 54 cm de hauteur. Elle a été réalisée en plâtre de fonderie, patinée et reste aujourd'hui dans un état de conservation très satisfaisant. Cette sculpture donc a été acquise, comme je vous le disais, le mois dernier pour un montant de 47 120 €. Il est proposé au conseil municipal de solliciter une subvention donc auprès de l'État, de la région, dans le cadre du Fonds régional d'acquisition pour les musées de France, c'est-à-dire le FRAM, pour le financement de cette acquisition à hauteur de 18 848 €, chacun, soit 40% de la dépense. Je vous propose donc d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à solliciter l'État et la région dans le cadre du FRAM et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer toute pièce utile en la matière. Y a-t-il des observations? Pas d'observation. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité le dossier 303. Monsieur le maire, mes chers collègues, il s'agit pour ce dossier d'une convention de partenariat entre la ville de Perpignan et le Pass Culture. Vous avez donc pris connaissance de cette convention de partenariat. Je rappelle donc que le Pass Culture est un dispositif mis en place par le ministère de la Culture, porté par la SAS Pass Culture, qui a été créé à cet effet. Il prend la forme d'une application à destination des jeunes âgés de 18 ans qui met à leur disposition un crédit d'une durée de validité de 2 ans afin de les encourager à découvrir et diversifier leurs pratiques culturelles. La ville de Perpignan, ayant la volonté de favoriser l'accès à toutes les pratiques artistiques, a souhaité s'associer à cette action de partenariat à destination des jeunes et d'accroître ainsi la communication à destination des jeunes âgés de 18 ans résidant sur la commune et les environs. Les offres artistiques et culturelles, les activités, les actions et les programmations culturelles de la ville de Perpignan provenant de notre médiathèque, du réseau des bibliothèques, du muséum d'histoire naturelle, du musée Puitch et du centre d'art contemporain seront proposées sur l'application Pass Culture. En contrepartie, cette société s'engage à promouvoir les offres proposées par la ville de Perpignan à travers l'application et ses différents supports de communication, réseaux sociaux, lettres d'information, etc., à accompagner l'ensemble des agents concernés par la mise en place du Pass Culture au sein des établissements artistiques et culturels de la commune. La durée de la convention est d'1 an renouvelable par tacite reconduction. La présente convention a pour objet de définir les modalités de partenariat entre la ville et la société Pass Culture, et nous réfléchissons d'ailleurs avec Monsieur le maire à élargir pour les années à venir ce Pass Culture à d'autres structures et pourquoi pas le théâtre de l'Archipel. En conséquence, je vous propose d'approuver la convention de partenariat entre la ville de Perpignan et la société Pass Culture et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer la dite convention ainsi que tout document utile en la matière. Pas d'observation, Monsieur le maire? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. On passe au dossier petite enfance. Madame Laurence Pigné pour le dossier 401. Merci Monsieur le maire, mes chers collègues. Attribution d'une subvention Ville de Perpignan, gestionnaire de maisons d'assistantes maternelles MAM. Le maire soutient le développement des maisons d'assistantes maternelles sur son territoire. Il s'agit d'associations d'assistantes maternelles agréées qui travaillent hors de leur domicile et qui accueillent des enfants dans une maison ou un appartement aménagé à cet effet. Ce soutien se formalise à travers une convention annuelle conclue avec chaque association qui prévoit une aide financière de 350 € par place et par an. Pour 2021, il est proposé d'attribuer une subvention aux 11 associations suivantes. 2 450 € à l'association Dans ma bulle, agréée pour 7 places. 5 452 € à l'association Medge 66, agréée pour 15 places. 2 800 € à l'association Chez Petit Pouce, agréée pour 8 places. 3 800
50 € à l'association Les Petits Lutins, agréée pour 11 places, 4 200 € à l'association Manaïda, agréée pour 12 places, 2 800 € à l'association Les Petits Schtroumpfs, agréée pour 8 places, 2 800 € à l'association Biscapitis, agréée pour 8 places, 3 150 € à l'association Les Petites Girafes, agréée pour 9 places, 4 140 € à l'association Mamina, agréée pour 12 places, 4 200 € à l'association Les Explorateurs, agréée pour 12 places, et enfin 3 324 € à l'association Les Chérubins, agréée pour 10 places. Je vous propose d'approuver le versement de ces subventions et à la signature des conventions correspondantes. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions? Madame Brusy. Est-ce que les demandes de subvention sont liées à la demande de la MAM en question? Parce que les montants diffèrent et ne sont pas en lien avec les places. Donc, vous vous calez sur les demandes faites par les... Voilà, il faut leur dossier, il faut leur demande. Oui. D'accord, ok. Ça, c'était le premier point. Et le deuxième, c'était, est-ce que il y en avait 15 en 2020? Si j'ai bien compté, là, il y en a 11. Est-ce que ça veut dire qu'on en a perdu entre-temps ou... Il faudrait que je me renseigne par rapport à ça. Je vous ferai une note. Voilà, parce que là, dans la délibération, il y a marqué en 2020, 15 associations avaient bénéficié d'une subvention. Et là, vous nous en présentez 11. Donc, du coup, je me demandais si on avait eu des MAM qui avaient fermé, alors qu'à ma connaissance, il y a de la demande. D'accord, mais je vais me renseigner par rapport à ça. Je vous envoie ça. Merci. 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 Madame Brusy, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. On passe au sport. Monsieur Sébastien Ménard pour le 501. Merci, monsieur le maire. Donc, première délibération, c'est une convention de partenariat entre la ville de Perpignan et la SASP USAP relative aux missions d'intérêt général pour un montant de 45 000 € pour la saison 2020-2021. Pas de questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Deuxième subvention, donc c'est une convention de partenariat entre la ville de Perpignan et l'association Groupe Passion Mécanique Roussillonnaise pour l'année sportive 2021 pour un montant de 30 000 €. Madame Gavalda-Molena. Oui, bon. Vas-y. Merci, monsieur le maire. Monsieur Ménard, il s'agit d'une subvention importante, donc nous souhaiterions en savoir un peu plus sur cette association, puisque comme elle encadre des pilotes, nous imaginons qu'il faut un circuit et qu'il n'y a pas de circuit à Perpignan. Donc est-ce que c'est le circuit du Roussillon à Rivesaltes qui accueille cette association? Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage, s'il vous plaît? Donc c'est une association perpignanaise qui encadre un certain nombre de pilotes et de licenciés. Donc c'est une sorte d'association de pilotes. Donc ils pratiquent sur le circuit du Roussillon à Rivesaltes parce qu'il n'y a que ce circuit, mais généralement ils font les courses en dehors parce qu'il n'y a pas de course localement. Et son siège social est à Perpignan. Oui. Donc principalement ce sont des pilotes perpignanais, donc sinon on ne l'aurait pas fait. Et dans la contrepartie de la subvention, en fait, il y a 7 pages d'action. Donc, je vais juste dire rapidement. Donc, il y a un stage de découverte et d'initiation au pilotage, des stages d'initiation au métier de la mécanique, un programme de détection pour les jeunes, un projet de section sportive avec un lycée, a priori peut-être Picasso, des actions sur la sécurité routière, et ensuite il y a tout l'accompagnement des pilotes sur les courses et sur la totalité de la saison. L'objectif, c'est de permettre de développer cette pratique, donc c'est du karting pour ceux qui, voilà, c'était pas précisé, c'est de développer cette pratique pour les jeunes sur la compétition et d'organiser des MIG, des missions d'intérêt général, pour les jeunes de Perpignan qui sont aux EAJ ou dans les maisons de quartier. Donc il y a tout un programme sur toute la saison et donc voilà, on l'a voilà, même si le karting est à Rivesaltes, c'est quand même concentré sur les jeunes de Perpignan. Alors c'est une partie de l'activité. Ça reste quand même, il y a quand même de l'accompagnement de jeunes sur les circuits. C'était ça? C'était pour aller voir l'OM. Bon. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité le 601 de Madame Christine Rouzodanis.
besoin de partir en vacances. Voilà. Monsieur le maire, mes chers collègues, considérant que dans le cadre général du dispositif d'innovation en santé issu de l'article 51 de la loi 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale, il est proposé que la ville de Perpignan, par le biais du Centre médical municipal de santé, adhère à l'expérimentation Équipe Addict développement harmonisé du dispositif des microstructures médicales addiction. Considérant que l'objectif de ce dispositif est de créer une microstructure médicale addiction, MSMA, sur le centre ancien de Perpignan, impliquant que le médecin généraliste du centre médical municipal de santé, un psychologue ou une psychologue, un travailleur ou travailleuse sociale, les salariés du CARUD, le centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques des usagers de drogue, la MSMA permettra ainsi des soins de proximité non stigmatisants, je reviendrai là-dessus, ainsi qu'un accès à une continuité des soins pour les personnes présentant des troubles addictifs en tout genre. Elle offrira un soutien pluridisciplinaire avec une porte d'entrée médicale au sein de la patientèle du médecin traitant. Ce dispositif agira en faveur de la réduction des inégalités territoriales de santé en permettant à la médecine de ville d'avoir les moyens adaptés pour ses soins. Il facilitera l'accès aux soins grâce à la pratique de l'exercice en renforçant le maillage territorial. Considérant que la convention d'adhésion à l'expérimentation Équipe Addict développement harmonisé du dispositif des microstructures médicales addiction définit les rôles des différents acteurs du dispositif. Le porteur, l'ARS, l'Agence régionale de santé Occitanie, est responsable de la mise en œuvre de l'expérimentation, interlocuteur privilégié des expérimentateurs, médecin généraliste, psychologue. Il est chargé de la transmission des données à la CNAM via un système d'information développé par la Coordination nationale des réseaux de microstructures médicales, le CNMRS. L'ARS Occitanie est responsable des données nécessaires à la facturation et à l'évaluation. Les expérimentateurs s'engagent à ne pas utiliser les chaînes de facturation de droit commun. En effet, l'expérimentation comporte un forfait par patient d'une valeur de 529 €. Les entretiens, l'assistante sociale, les consultations et le suivi avec des spécialistes dans le réadressage au CARUD ou à d'autres structures. Patient, donc 529 € par patient pour le centre médical municipal de santé, ainsi que le schéma de facturation. Alors c'est vraiment une chance parce qu'on a été éligible, il y a très peu de centres d'addiction et donc l'ARS Occitanie a accepté ce parcours de soins. C'est une vraie proposition qui est faite à la ville de Perpignan qui pourra offrir ainsi une offre de soins dans le champ des addictions, dans des quartiers à la fois QPV mais également des quartiers au niveau du centre-ville. Pourquoi non stigmatisant? Parce que souvent des personnes présentent des troubles d'addiction et dans ces cas-là n'osent pas s'adresser aux structures spécialisées. Et là, par juste une consultation au centre médical, une vaccination, n'importe quoi, comme le CARUD sera à l'intérieur et les bureaux à disposition du centre médical, ça sera beaucoup plus facile pour les jeunes, les moins jeunes, en tout cas ceux qui présentent des troubles d'addiction, pouvoir consulter et être pris en charge gratuitement par ce dispositif. Le conseil municipal décide d'approuver les termes de la convention d'adhésion à l'expérimentation, équipe d'addict développement harmonisé du dispositif des microstructures médicales d'addiction, d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer le bulletin d'adhésion. Avez-vous des questions? Ouais, moi non plus. Non, très bien, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Nous allons passer à la délibération 6.02. Madame Christine Rousseau-Danis. Je sens une pointe d'humour, monsieur le premier adjoint. Alors, nous sommes sur la convention, là aussi on est très fiers, convention de partenariat Ville de Perpignan, Association Enfance Catalane, pour le soutien et l'accompagnement dans les démarches individuelles et familiales. Alors, je vous prie de m'excuser. Mes chers collègues, donc, association de loi de 1901, l'enfance catalane a été créée en 1937.
Au cours des décennies, ces interventions se sont diversifiées sur différents volets sociaux de prévention, de protection et d'accompagnement. Son but, ainsi que précisé dans ses statuts, est la protection des enfants en danger physique ou moral, ainsi que les soutiens des personnes en difficulté, bien sûr, majeures. L'association s'est donnée comme objectif d'apporter des réponses pertinentes, prenant en compte la globalité de la personne dans une diversité d'approches techniques, de répondre aux besoins locaux. L'association est portée par des valeurs de solidarité. La société a le devoir d'établir l'égalité des chances entre tous les citoyens en mettant à disposition des moyens à la mesure des obstacles qu'ils rencontrent dans leur démarche d'épanouissement personnel, familial et social. Autre valeur, la laïcité. Fondement de la liberté de conscience, la laïcité, c'est la reconnaissance, l'acceptation, le respect des différences, l'égalité des droits entre tous les citoyens. Autre valeur, la citoyenneté, reconnaître chacun comme citoyen, comme acteur dans la société, comme sujet de droits et de devoirs. Dignité, la dignité répond au principe de respect et de reconnaissance de l'autre. Forte de son expérience et son expertise sur le terrain, l'Enfance catalane a répondu favorablement à la volonté de la mairie du Perpignan et de ses équipes pour réfléchir à des projets en direction des individus et des familles pour leur apporter soutien et accompagnement. Ces projets qui se déclinent en plusieurs actions, dont soutien et accompagnement dans les démarches individuelles et familiales pour votre santé et vos droits, appelées SADIF, font l'objet de la présente convention de partenariat. Peut-être juste un point d'explication, il y a des associations qui interviennent déjà depuis plusieurs années, mais qui travaillent plus dans l'interpersonnel, avec des entretiens, des associations que nous finançons également. Et là, c'est différent, c'est une approche au niveau méthodologique et pédagogique sur la globalité de la personne, son environnement, avec des formations dans les différents 5 types d'actions, à la fois des actions interpersonnelles, individuelles, des actions plus globales, des actions de formation et bien sûr l'accession et la facilitation aux droits civiques, mais également une volonté dans les actions de repérage et d'adressage aux structures compétentes dans les différents partenariats que nous avons et également en fonction des problèmes que les personnes rencontrent. Considérant que cette action répond à un intérêt public local en matière de politique de santé, considérant que le programme d'action ci-après présenté par l'association participe à cette politique, l'association Enfance catalane s'engage à mettre en œuvre les différents projets d'information, de prévention, de soutien et d'accompagnement, dont SADIF, tels que définis dans l'annexe 1 de la Convention. Vous avez. Les actions peuvent être menées indépendamment les unes des autres et être complétées par d'autres actions. Ces modifications feront l'objet d'avenants à la Convention initiale. Les actions seront mises en œuvre dans un délai maximum de 2 mois à compter de la signature de la Convention pour une durée de 3 ans. En contrepartie, la ville de Perpignan contribue financièrement à hauteur de 100 000 €, répartis comme suit. 20 000 € pour l'année 2021. Le paiement sera effectué en une fois sur le compte bancaire de l'association dans les 3 mois suivant la signature de la Convention. 40 000 € pour 2022. Le paiement sera effectué par moitié au semestre après présentation des actions au comité de pilotage. 40 000 € pour 2023. Le paiement sera effectué par moitié au semestre après présentation des actions au comité de pilotage. Sachant qu'aucune contrepartie directe n'est attendue, hormis l'utilisation des fonds délivrés en totale conformité avec l'action d'intérêt général soutenue. Les paiements seront effectués par virement sur le compte bancaire de l'association. La ville de Perpignan mettra également à disposition de l'association des locaux situés 5 rue de la Fusterie, au niveau du centre médical municipal, ainsi qu'un poste informatique pour le travailleur social, en sachant que pour 2021, nous avons un travailleur social. Ils interviennent tous les jours de la semaine et à terme, on aura en 2022-2023 3 travailleurs sociaux qui travailleront, destinés à faciliter la réalisation de cette action. Un autre point, il faudra savoir que c'est une expérimentation, c'est quelque chose qui est unique pour la ville de Perpignan, puisqu'on aura 3 chercheurs de l'IRTS qui vont travailler justement pour aider à comprendre et à modéliser tous les indicateurs qui pourront améliorer les questions de santé publique et médico-sociale.
Modalité de contrôle, l'association Enfance Catalane s'engage à fournir, sur la demande de la mairie, tous les renseignements ou documents nécessaires à l'exercice du contrôle de l'exécution de la Convention et au respect de ses obligations financières, sociales et fiscales. À ce titre, l'association s'engage à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable associatif. Fournir à la mairie, dans les 6 mois suivant la clôture de l'exercice, les comptes annuels certifiés par le président de l'association, bilan, compte de résultats, annexes et rapport du commissaire aux comptes, s'il y a lieu. Fournir à la mairie, par l'intermédiaire du comité de pilotage prévu au projet, dans les 6 mois qui suivent la fin de l'exercice, pour lesquels la subvention a été accordée, les éléments d'évaluation conformes aux critères définis pour chaque action. Informer immédiatement les services de la mairie de toute modification pouvant avoir une incidence sur la mise en œuvre de la présente convention. Modification des statuts, de la composition du conseil d'administration ou du bureau. Faciliter les contrôles effectués par la mairie en lui fournissant notamment sur simple demande les documents administratifs et comptables que ces services jugeront nécessaires. Un comité de pilotage ainsi qu'un comité technique seront chargés de l'évaluation et du suivi des missions du dispositif SADIF. Et à ce titre-là, l'ARS sera présente en la personne de sa directrice de la santé publique. Ainsi fait et délibéré, le conseil municipal décide d'approuver la conclusion d'une convention entre la ville de Perpignan et l'association Enfance Catalane fixant les obligations de chacune des parties, d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer toutes les pièces utiles en la matière, de prévoir les crédits nécessaires au budget. Pardon. Avez-vous des questions, s'il vous plaît? Non? On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Merci beaucoup. Donc nous allons passer au point 701. Monsieur Alliot, Madame Bravo ne participent ni au débat ni au vote. Donc la semaine dernière, nous nous sommes rencontrés, vus au dernier conseil municipal pour des espaces verts. Cette fois-ci, c'est toujours aux HLM d'Albiez, mais c'est pour la voirie. Avez-vous des questions? Oui, voilà. On peut passer, c'est la suite, oui, c'est la suite au prochain épisode, on a discuté déjà. Donc on peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. La délibération 7.02, c'est la ville fait une acquisition d'un ensemble immobilier au consort Ortuno. Ceci nous permet de maîtriser cette dent creuse qu'il y a à cet endroit-là, et en plus d'avoir une réserve foncière pour développer un futur projet. Avez-vous des questions? Dites que cette acquisition, bon, j'ai bien vu qu'elle était faite au prix des domaines, même si on trouvait que le prix du mètre carré nous semblait un peu élevé, mais comme on vous reproche de ne pas vendre au prix du domaine, on ne va pas vous reprocher d'acheter au prix des domaines. La seule chose qu'on espère, c'est que quand vous allez revendre, vous allez vendre plus cher que le prix des domaines. Mais surtout, vous visez un projet solidaire. Et du coup, je m'étais noté, avez-vous une idée précise de ce que vous voulez en faire, ce projet solidaire? Alors, effectivement, nous avons une idée précise de ce qu'on veut en faire. Pour l'instant, on le garde... Mais on ne veut pas le dire. Hein? Mais vous ne voulez pas le dire. Exactement. On le garde secret, parce que ce sera un super projet, et on vous le dira assez rapidement, une fois qu'il sera totalement ficelé. Je reviens sur ce que vous me disiez tout à l'heure, avec les histoires de France Domaine, est-ce qu'on achète, on vend en dessous de France Domaine, tout ça et tout. Bon, moi, je suis bien d'accord. J'étais avec vous encore il y a 18 mois de ça, hein, dans votre majorité, et je vais vous dire quand même quelques conseils municipaux qu'on a passés ensemble, notamment celui du 7 février 2020, où la ville a acheté un immeuble à 141 000 euros et l'a revendu 48 000 euros. Où? Ah, parce que si vous donnez des dossiers, il faut nous dire où. 25 rue Lefranc. 25 rue Lefranc, c'est monsieur Mohamed Yavadan qui l'a passé. Oui. Voilà, non, parce que l'adjoint en question peut pas vous répondre. Voilà, non, mais moi je vous le dis. Après le 6 rue Béranger, vous savez, on en avait parlé du 6 rue Béranger, c'est celui que vous m'avez accusé la dernière fois. La ville avait acheté 210 000 euros. Ouais, je veux dire, nous l'avons vendu. Nous l'avons vendu 41 000 euros. Alors, donc je peux toutes les énumérer si vous voulez. Ça, c'est juste uniquement sur la gare. Mais c'est tout à fait logique, parce que de 12 logements, il ne passe plus qu'à 6, de 3, il ne passe plus qu'à 2. C'est pour vraiment une bonne cause. Donc ce qu'on fait, vous le faisiez avant. Je ne pense pas que vous alertez chaque fois le procureur ou quoi que ce soit. C'est de bonne guerre, j'entends bien. Mais je vous rappelle deux, trois trucs, 2-3 conseils municipaux. Monsieur Ponce, si on pose des questions, c'est bien parce qu'on sait que c'est une appréciation au cas par cas.
Le problème, c'est que quand on pose des questions et que vous ne nous apportez pas des réponses, et bien là, bien évidemment, le doute s'installe. C'est tout. Donc, pas compliqué. Quand on vend au prix en dessous du prix du domaine, c'est qu'on doit avoir une explication derrière. C'est tout. Donc, prochainement, je ferai beaucoup plus attention, je vous apporterai beaucoup plus d'explications sur ces délibérations-là. Donc, toujours à moi, donc là, on passe sur... ah oui, pardon, on passe au vote, on n'a pas voté. Qui est contre ? Qui s'abstient à l'unanimité, je vous remercie. Là, nous allons passer des délibérations des ressources humaines, c'est purement administratif. Vous avez les délibérations sur la table, je ne vais pas vous encombrer de toutes ces lectures, je pense que ça ne sert à rien. Et si vous voulez, je peux les lire avec grand plaisir. Et donc je vous propose, avez-vous des questions? 801, oui, pardon, sur la délibération 801. Sur le point 801, on ne participera ni au débat ni au vote, nous allons nous lever, mais je vais vous en expliquer les raisons. Vite fait, comme je ne vais pas alourdir les débats. Alors, ouais. Je comptais le dire à monsieur le maire, il est absent, il répond au journaliste, lui-même, le journaliste m'a fait signe aussi pour que j'aille lui répondre, donc je vais y aller moi aussi. Il ne participe. Et il ne peut pas participer puisque lui-même demande sa protection fonctionnelle. Mais je le dis à l'Assemblée, il n'y a rien de polémique. Si vous donc voulez donner une réponse à cette délibération, je vais la lire quand même, la délibération, parce que c'est important. Non, parce que comme on ne veut pas participer au vote, du coup, et au débat, donc je le dis avant, et après vous ferez ce que vous avez à faire, puisque vous aurez la majorité. Je tenais simplement à dire que nous sommes élus, nous, on considère qu'on est élus pour travailler pour notre ville et pour les Perpignanais, dans l'intérêt général, et qu'on n'est pas là pour des règlements de compte entre élus et pour de la politique politicienne. C'est véritablement le fond de ma pensée. Et donc, quand aujourd'hui, je vois qu'un élu contre un autre élu, en l'occurrence monsieur le maire contre un autre élu, là, on ne peut pas considérer qu'on travaille dans l'intérêt des Perpignanais. Et en plus, je comptais dire à monsieur le maire, sans avoir pensé effectivement qu'il ne pouvait pas participer, puisque lui-même demande cette protection fonctionnelle, qu'effectivement, lors de ce débat houleux, que j'ai moi-même regretté, puisqu'à un moment donné, j'ai fait taire tout le monde, soyons clairs, lui-même a injurié cet élu. Alors, si on commence dans cette assemblée, alors qu'aujourd'hui on est capable de valider une motion, de la mettre en place ensemble pour se battre pour des vrais sujets, pour notre ville, ensemble, eh bien, je considère que ce type de délibération est parfaitement inutile et là on est en pleine politique politicienne et que donc nous ne pouvons pas participer ni au débat ni au vote de cette délibération et c'est la raison pour laquelle nous allons nous lever avant de revenir bien sûr pour le point suivant. Je ne peux pas vous répondre. Je répondrai après au point 802 pour M. Dussoma. Bon, n'allez pas très loin, ça va vite, hein, ça va aller très vite. Ouais. On va passer au vote, donc qui est contre? Qui s'abstient? Le groupe de la majorité. Ah, ouais, à l'unanimité de présent, effectivement, vous avez raison. On peut les refaire entrer. Ouais. On va pas les attendre? Ah, parce que je voudrais quand même... Bon, c'est bien de même. D'accord. Moi, juste, je voudrais vous répondre, Madame Brugy, à ce que vous dites. Ah, voilà, mais moi, je vais vous répondre moi personnellement parce que j'ai été moi-même visé sur cette délibération-là. Et vous parlez d'intérêt général. Quand un homme de 45 ans utilise une fillette de 9 ans, qui est en l'occurrence ma fille, qui est ma fille, que ce serait l'enfant de n'importe qui d'autre, ce serait pareil, pour propager de faux mensonges, de ragots et autres, je trouve ça... Ah non, mais vous avez parlé tout à l'heure, maintenant moi je parle. Ça va être très simple. Tout ça pour assouvir une soif de vengeance, c'est lamentable. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Vous avez parlé, j'ai parlé, on en reste là, un partout, balle au centre.
Donc cette fois-ci, je vais passer exactement la même délibération, donc la 802, c'est l'octroi de la protection fonctionnelle à M. Dussoba, adjoint délégué, qui ne participe ni au débat ni au vote. Avez-vous des questions, s'il vous plaît? C'est ce que je lui disais quand je l'ai croisé. C'est une lettre anonyme. Une lettre anonyme, et il porte plainte contre X. Je ne veux pas faire la vieille élue de service, mais des lettres anonymes, je pense que ça ne va pas être la première, hein, ni la dernière, et que si à chaque fois on demande la protection fonctionnelle pour déposer plainte contre X, je pense que du fait de notre profession, on sait ce que va donner une plainte contre X. On parlait de l'état de notre commissariat et de l'état de notre justice, autant vous dire qu'une plainte contre X, personne n'a le temps de s'en occuper, hein. Donc je préfère informer tout le monde qu'à ce rythme-là, à tous les conseils, on va demander la protection fonctionnelle pour un élu pour porter plainte contre X. Donc je ne voudrais pas non plus, parce qu'encore une fois, vous allez dire que je m'inquiète toujours pour l'argent, mais là, pour le coup, c'est toujours aux frais des Perpignanais. Donc voilà, c'était simplement ça, mais après, il a droit à la protection fonctionnelle, ce n'est pas le sujet. Donc nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Alors, passons au dossier numéro 9. Sur le remplacement d'un poste vacant d'adjoint. Considérant la démission de M. Reyes, en date du 28 juin 2021, considérant que le conseil municipal détermine librement le nombre d'adjoints au maire et peut, lorsqu'un poste d'adjoint devient vacant, décider de pourvoir ou non à cette vacance, je vous propose de ne pas remplacer le poste d'adjoint devenu vacant et de fixer à 20 le nombre d'adjoints au maire, dont 5 adjoints de quartier. Qui est contre? Qui s'abstient? Abstention du groupe d'opposition. Monsieur Jacques Palassin est actuellement 11e adjoint dans l'ordre du tableau et afin de pourvoir le quartier nord d'un adjoint de quartier, parce que curieusement, un homme doit remplacer un homme. La loi de la parité, elle est quand même assez bizarre, mais c'est comme ça. Je vous propose d'opérer un changement de qualité d'adjoint au maire en adjoint de quartier pour M. Jacques Palassin sur le territoire de Perpignan Nord. Ces changements n'ont aucune incidence sur l'ordre du tableau du conseil municipal. Qui est contre? Qui s'abstient? Abstention du groupe d'opposition. Considérant que M. Reyes exercera désormais les fonctions de conseiller municipal, je vous propose d'attribuer à M. Bernard Reyes, à compter du 28 juin 2021, une indemnité brute correspondant à 4,97 de l'indice brut 1022, majoré 830, et d'appliquer au montant brut de cette indemnité les majorations prévues au titre de communes de plus de 100 000 habitants, chef-lieu de département et de communes classées station de tourisme, telles que prévues par la délibération du conseil municipal en date du 10 juillet 2020. Qui est contre? Qui s'abstient? Tout pareil, le groupe d'opposition. Le conseil municipal va procéder à la désignation dans divers organismes. Le conseil municipal peut décider à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret, aux nominations ou aux présentations, sauf dispositions législatives ou réglementaires prévoyant expressément le mode de scrutin secret. Article L. 2121-21 du Code général des collectivités. Je vous propose donc de décider de ne pas procéder au scrutin secret pour ces nominations. Qui est contre? Qui s'abstient? Le groupe d'opposition? Non. D'accord. À l'unanimité. Donc on passe maintenant aux différents organismes divers et variés. La commission communale des impôts directs reste inchangée. Le comité consultatif du commerce, M. Guillaumont, Mme Isabelle Bertrand, M. Gourrier, Mme Fourquet, M. Baudry, Mme Ducassi, M. Gâteau, Mme Gombert, Mme Martin ne participent ni au débat ni au vote et quittent la salle. Il y a un vote là?
Je vous propose de désigner donc M. Charles Ponce, en remplacement du démissionnaire, qui est contre, qui s'abstient, unanimité, abstention, pardon, il était content pourtant. Comité des œuvres sociales, donc les uns peuvent rentrer, les autres sortir. Madame Christelle Martinez, Madame Danielle Pujol, Madame Marion Bravo, Madame Charlotte Caillez, Monsieur François Dussoba, Marie-Thérèse Costa-Fezenbeck, Michel Ricci, Joël Anglade, c'est le COS, hein, ne participent ni au débat ni au vote. Ils quittent la salle. Je vous propose de désigner Madame Laurence Pigné. Qui est contre? Abstention? Adopté. Ils peuvent re-rentrer. L'association La Roseraie Service, régie de quartier Bavernais. Madame Danielle Pujol ne participe ni au débat ni au vote, elle quitte la salle. Je vous propose de désigner Monsieur Rémi Génis. Qui est contre, qui s'abstient, l'opposition, adopté. On passe au lycée Léon Blum. Madame Danielle Pujol ne participe ni au débat ni au vote, elle quitte la salle, elle n'est pas là. Je vous propose de désigner Monsieur Jacques Palassin. Qui est contre, qui s'abstient, l'opposition. On passe sur le même sujet au lycée Aristide Mayol. Madame Pujol ne participe ni au débat ni au vote, elle quitte la salle. Je vous propose de désigner toujours Monsieur Jacques Palassin. Qui est contre, qui s'abstient, abstention du groupe d'opposition. Pour le collège Jean-Sébastien Ponce, Madame Danielle Pujol, toujours, ne participe ni au débat ni au vote, elle quitte la salle. Je vous propose de désigner Monsieur Jacques Palassin, qui est contre. Ils ont du temps, les retraités. Qui s'abstient. Adopté. Et sur le groupe Victor Hugo, Madame Martinez Michel ne participe ni au débat ni au vote, elle doit quitter la salle. Bon. Je vous propose de désigner toujours lui, M. Jacques Palassin, qui est contre, qui s'abstient, le groupe d'opposition. La désignation est adoptée. L'ordre du jour étant épuisé, je vous donne rendez-vous au mois de septembre et vous souhaite de passer un très bel été en étant vigilant et vigilante sur la suite. Merci bien. À la mairie Nord.